Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire. Moi, je m'appelle Marco De Biasio et aujourd'hui, on va parler dans ce webinaire de l'utilisation efficace des outils pour l'exploitation des résultats sur les éléments de D. Avant de commencer, juste quelques mots sur le déroulement du webinaire. Alors, on va utiliser l'outil GoToWebinar. Avec ceci, vos micros ne sont pas actifs, donc vous ne pouvez pas interagir avec moi avec la voix. Mais éventuellement, et je vous invite, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via la fenêtre questions de l'outil GoToWebinar et après le webinaire, je répondrai à ces questions. Et aussi, le webinaire, il est enregistré et sera disponible dans quelques jours sur la chaîne YouTube de SIA. Alors, comme j'ai dit, on va parler donc des outils pour l'exploitation des résultats sur les éléments de D. On a dans notre agenda trois volets. Donc, on parlera d'abord des éléments d'intégration, donc comment on les définit et comment on va l'utiliser. Après, on va parler des bandes de lissage, donc comment les utiliser et surtout comment ça marche. Et dernier point, on va parler des nervures. Donc, ce sont des éléments très utiles, surtout pour les gens qui font du béton. On va donc voir un peu comment on peut les modéliser, surtout comment on va interpréter les résultats sur cela. On commence alors le webinaire en parlant de l'élément d'intégration. Alors, l'élément d'intégration, c'est quoi? C'est un nouvel outil qui a été introduit avec SIA 19.0 et qui a été récemment amélioré avec la sortie de la version 19.1. C'est quoi en effet? C'est un particulier élément qui permet d'intégrer les résultats sur des éléments de type plaque, voile, coque, afin de sortir des résultats selon la théorie des poutres. Comme vous voyez, par exemple, sur l'image qu'on a à l'écran, ici j'ai un pont qui est modélisé dans les détails avec des éléments finis de type plaque dans l'image NO. Et si nous, par exemple, nous voulons extraire les moments dans ce pont, bien sûr, nous pouvons sortir sur cette modélisation des résultats de type plot du moment fléchissant, mais on aura juste une carte couleur sur tous les éléments qui n'est pas vraiment trop exploitable. L'élément d'intégration me permet de faire quoi? Me permet d'intégrer tous les résultats en termes de contraintes sur ce modèle afin de sortir en effet des résultats, donc à un moment fléchissant ou aussi des autres composantes fortes qui sont sortis en effet via une représentation de type théorie des poutres, donc beaucoup plus facilement exploitable. Alors, regardons comment introduire déjà un élément d'intégration. Pour cela, je passe sur SIA. Donc, j'ai préparé un petit modèle très simple. Donc, c'est juste des voiles. Et supposons, je vais connaître un peu les efforts qui transitent sur ces deux voiles. Donc, sans savoir avoir une carte couleur, mais vraiment avec un résultat de type théorie des poutres. Comme je peux faire cela, je peux le faire donc via l'élément d'intégration. Alors, pour la définition de l'élément d'intégration, je peux le définir à des endroits dans SIA. Je peux le définir déjà au niveau du menu structure. Donc, si vous allez dans structure, élément de D, composant de D, vous avez la possibilité d'insérer l'élément d'intégration. Mais aussi, clairement, vous pouvez insérer l'élément d'intégration directement dans le menu résultat. Donc, sous l'onglet outils, éléments d'intégration. Pourquoi il y a cette double possibilité? C'est parce qu'en effet, le menu résultat, il est disponible seulement si vous avez calculé le modèle. Mais des fois, déjà en phase de construction du modèle, si vous savez déjà comment vous voulez plus ou moins exploiter les résultats, vous pouvez déjà créer le modèle avec la bande d'intégration. Donc, je clique sur élément d'intégration et ici, ça se présente le menu pour la définition. Donc, clairement, je peux lui donner un nom quelconque. Je peux éventuellement l'affecter dans un calque. Et sinon, pour la définition, les paramètres importants sont ceux-là. Donc, d'abord, la forme de l'élément d'intégration. On a 4 formes à disposition, donc rectangulaire, carré, circulaire et elliptique. Après, on a des dimensions ici qui vont spécifier l'emprise donc, de l'élément d'intégration et d'autres paramètres qu'on va voir tout à l'heure.
Donc, juste là, je me mets sur définition par axe et je vais désigner un élément d'intégration. Donc, entre ces deux. Échappe pour valider. Vous voyez, l'élément d'intégration est représenté avec la transparence en bleu. Et clairement, cet élément va intégrer toutes les contraintes qui transitent sur ces deux éléments pour me sortir des résultats sur cet élément, donc linéique, cette poutre équivalente. Vous voyez aussi comment, en changeant les caractéristiques géométriques du volume d'intégration, je change en effet qu'est-ce que ça va être intégré, parce que seulement quelque tombe à l'intérieur du volume d'intégration, ça sera intégré, donc ça fera objet des résultats. Donc, une fois que l'élément d'intégration est défini, ça suffit dans l'onglet barre effort interne, cocher la case bande élément d'intégration et là, vous pouvez en effet regarder les résultats sur ce modèle, donc sur cet élément d'intégration, sous forme de résultats de type théorie des poutres. Donc, par exemple, l'effort normal, les moments fléchissants et les moments fléchissants. Vous voyez, ce sont des résultats qui sont beaucoup plus exploitables vis-à-vis d'un même type de résultats, par exemple, effort interne, les moments X. Dans le sens, c'est joli, c'est très bien ces résultats pour comprendre localement, mais en termes de dimensionnement, l'autre, je trouve, c'est beaucoup plus parlant. Alors, si on va regarder les autres paramètres de l'élément d'intégration, on a un autre cas qui nous indique l'intégration de la résultante vis-à-vis de quoi il faut que ça soit fait. Alors, dans ce cas, j'ai fait une intégration vis-à-vis de l'axe, mais j'avais en effet une autre option, une intégration vis-à-vis du centre de gravité. Alors, c'est laquelle la différence? Pour apprécier la différence, je vais montrer d'autres des modèles que j'ai préparés. Donc, je prends cela. Voilà. Alors, dans les deux modèles, donc j'ai mis des éléments d'intégration. Dans les premières, l'élément d'intégration, c'est exactement comme c'était dans le modèle qu'on a vu tout à l'heure, donc avec une définition à l'axe. Dans le deuxième, j'ai une définition au centre de gravité. Alors, si je vais regarder les résultats, est-ce que j'aurai des différences? Regardons. Alors, je vais regarder en effet les résultats en termes d'effort normal. J'ai les mêmes résultats sur les deux modèles. Je vais regarder les résultats en termes de cisaillement. J'ai les mêmes résultats. Je vais regarder les résultats en termes des moments fléchissants. Et là, je n'ai pas du tout les mêmes résultats. Donc, dans les cas où j'ai laissé une définition à l'axe géométrique, j'ai un moment fléchissant. Dans lesquels j'ai mis une définition de l'élément d'intégration au centre de gravité, je n'ai pas de moment fléchissant. Clairement, parce que les moments fléchissants, ça se génère seulement quand il y a une excentricité entre le centre de cisaillement et le centre de gravité. Donc, dans ce cas où l'intégration est faite exactement au centre de gravité, le moment de fléchissant est zéro. Dans l'autre, en revanche, j'ai un moment fléchissant qui est différent de zéro. Et c'est égal à quoi, en effet? C'est égal au produit entre l'effort normal qui transite dans la section multiplié par l'excentricité, qui c'est en effet la distance entre le centre de gravité de la section composée et le point de définition de l'axe d'intégration. Donc, clairement, dans le deuxième cas où l'axe d'intégration c'est coïncident avec le centre de gravité, l'excentricité est égale 0 et donc le moment fléchissant est égal 0. Dans ce cas, en effet, il y a cette excentricité, donc on multiplie section par section l'excentricité par l'effort normal, et donc clairement j'ai un effort normal maximal à la base, et donc un moment fléchissant maximal à la base, et un effort normal égal à 0 en tête, donc un moment fléchissant égal à 0 en tête. Donc voilà d'où viennent en effet ces moments fléchissants dans les cas où
choisissez une définition de l'élément d'intégration avec l'axe de définition qui n'est pas coïncident avec le centre de gravité. Clairement, si vous, à la main, vous avez placé l'axe de définition de l'élément d'intégration exactement au centre de gravité de la section, alors avec les deux définitions, donc axe de définition et centre de gravité, vous aurez trouvé dans les deux cas un moment fléchissant égal à 0. Ensuite, un autre paramètre important dans la définition de l'élément d'intégration, c'est en effet les numéros de section que vous mettez sur l'élément d'intégration. Par défaut, il y a 10 sections, mais ces valeurs, c'est changeable. Donc, par exemple, je peux en mettre 100. Et si je vais régénérer les résultats, j'ai en effet une discrétisation beaucoup plus fine du résultat qu'éventuellement je peux voir aussi numériquement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir vis-à-vis de cette discrétisation? C'est que la règle générale, c'est d'avoir une discrétisation du nombre de sections, donc de l'élément d'intégration, qui est similaire à la dimension du maillage élément fini des éléments de D. Donc, ça veut dire que ici, vous, par exemple, vous avez un maillage élément fini qui a 10 éléments dans la hauteur, alors 10 éléments dans l'élément d'intégration, c'est clairement un bon maillage. Si en revanche, là, vous avez, par exemple, 10 éléments, et là, pour l'élément d'intégration, vous mettez 4, vous commencez à avoir des résultats qui sont un peu moins précis. Donc, toujours rester cohérent entre la discrétisation de l'élément d'intégration et la discrétisation du maillage élément fini. Et sinon, après, les autres paramètres de définition sont surtout vis-à-vis de l'orientation donc de l'élément d'intégration. Clairement, par exemple, je peux changer l'orientation, donc si je mets 35 degrés, et dans ce cas, à nouveau, quelques éléments d'intégration vont intégrer, c'est juste ce qui va tomber à l'intérieur du volume, donc clairement, j'aurai des résultats qui vont changer si je vais régénérer. Donc, vous voyez. Voilà, donc je pense pour ce petit exercice, c'est tout. On peut passer sur un deuxième exemple pour montrer d'autres caractéristiques de l'élément d'intégration. J'ai donc préparé cet autre modèle, c'est un peu plus complexe que les modèles précédents. Donc, c'est un bâtiment multi-étages avec une forme particulière et surtout avec une cage donc antérieure, encore antérieure, sur laquelle ça m'intéresse en effet d'extraire les résultats sous forme de résultats de type linéique, donc comme on a vu tout à l'heure. Pour cela, donc, je peux utiliser l'élément d'intégration. Alors, je vais mettre une visualisation de l'eau. Mais déjà, dans ce cas, on voit qu'on est confronté à notre problème parce que clairement, là, j'ai déjà défini mon élément d'intégration du bas jusqu'à l'eau de la structure. Donc, c'est en forme carré, standard. Mais vous voyez qu'à l'intérieur de cet élément d'intégration, il n'y a pas seulement les voiles, donc les éléments auxquels moi j'ai intérêt de calculer les résultats. Mais il y a aussi tout autres éléments, comme par exemple ces éléments ici. Alors, comment on fait pour filtrer, donc pour dire qu'on est intéressé seulement à ces résultats sur ces éléments? Alors, en première chose que nous pouvons faire, c'est d'aller dans l'onglet de sélection, donc qui est propre au menu des propriétés de l'élément d'intégration. Et si on passe aux modalités de choix personnalisé, un nouvel case va apparaître avec la possibilité en effet d'exclure des éléments via une liste. Donc là, vous retrouvez en effet la liste de tous les éléments qui tombent à l'intérieur du volume d'intégration. Et donc, dans ce cas, par exemple, ce sera facile d'exclure les éléments ici, donc ces petits poteaux, simplement en les sélectionnant. Donc, ils ont tout la dénomination B avec le numéro. Voilà. Et les passant à droite en cliquant sur OK. Comme ça, j'exclus en fait tous ces poteaux dans la sélection donc du travail d'éléments d'intégration.
Mais aussi, il y a d'autres options. Par exemple, on pouvait faire la même chose en sélectionnant, par exemple, une sélection nommée. Ça veut dire que d'abord, j'aurais dû mettre tous ces éléments-là dans une sélection nommée. Et à ce point, en cliquant ici, je pourrais choisir la sélection nommée que j'avais créée en avant. Donc, ça pourrait être plus facile. Et aussi, une autre option qui peut-être des fois c'est plus efficace, c'est de sélectionner directement graphiquement les éléments à exclure. Pour faire ça, ça suffit d'aller dans la partie basse, donc dans le menu exclure des éléments dans l'intégration. Si je clique là, en effet, ça suffit de sélectionner ce que je vais exclure. Par exemple, ces poteaux-là, échappe pour valider la sélection. Et maintenant, ces éléments ici seront plus pris en compte à l'intérieur du volume d'intégration. Je peux être sûr que ça a été bien pris en compte en regardant en effet ici au niveau de l'exclusion que ces éléments en effet sont déjà tous là. Donc, dans la liste des éléments exclus. Et donc, maintenant, je peux utiliser mon volume d'intégration, mon élément d'intégration pour regarder les résultats. Donc, si je vais dans menu résultats, élément 1D, je coche la case bande d'intégration. Je change un peu les propriétés de visualisation pour rendre les résultats plus visibles. Donc, je sélectionne ça. Voilà. Et je peux regarder donc mes résultats. Donc, dans ce cas, mon effort normal. Donc, voilà une méthode pour exclure des éléments. Après, l'autre question que ça pourrait arriver, c'est, mais ça se passe quoi avec les éléments horizontaux? Donc, dans ce cas, les dalles. Est-ce que ces dalles elles sont incluses dans les calculs de l'élément d'intégration? Non. La réponse est non. Tous les éléments qui sont orthogonales avec l'axe de définition de l'élément d'intégration, ils ne sont pas considérés dans l'intégration, clairement. Mais éventuellement, si vous aviez des dalles qui ne sont pas planes, hein, donc éventuellement, si vous avez une dalle, un élément à 45 degrés, dans ce cas, il sera considéré. Donc, attention à ça, tous les éléments qui ont un angle de 90 degrés avec l'axe de l'élément ne sont pas pris en compte. Mais quand il y a une inclination, l'élément il est pris en compte. Donc, éventuellement, si vous voulez l'exclure dans l'intégration, il faudra utiliser une des méthodes qu'on vient de voir donc, pour l'exclusion des éléments. Donc, ou une sélection à ce niveau ici, ou une exclusion au niveau du menu en bas, donc au niveau de l'exclusion des éléments d'intégration. Donc voilà, je pense avec ce modèle. Et je vais passer sur un autre modèle pour vous montrer d'autres possibilités aussi de création d'éléments d'intégration. Alors, je vais utiliser ce modèle ici, donc c'est un modèle d'un pont, pour vous montrer un peu les possibilités géométriques d'éléments d'intégration. Parce que jusqu'à maintenant, on a vu clairement que c'était facile de l'utiliser sur des formes simples, donc avec un élément d'intégration qui c'était aux lignes droites. Mais on peut douter des possibilités, par exemple, quand on a des formes plus complexes. Un exemple, c'est ce pont. Sur ce pont, on a une double courbure. On a une courbure dans le plan horizontal et on a aussi une courbure dans le plan vertical. Alors, on pourrait penser que ce soit difficile à créer un élément d'intégration qui suive l'établi de ces ponts, mais en effet, ce n'est pas du tout le cas. Je vais donc créer un élément d'intégration sur ce pont. Alors, pour faire ça, je vais dans le menu Résultats. Je prends l'élément d'intégration, forme rectangulaire, OK. Je lui dis définition à l'axe. Et j'essaie donc
est bien positionné. Voilà, point au milieu. Mon élément d'intégration. La seule chose à laquelle je dois faire attention, c'est que dans ce cas, je ne prendrai pas un élément de forme droite, mais je peux prendre, par exemple, en forme arc de cercle. Je peux le faire. Donc, je vais prendre ce point en bas du tablier. Là, je vais chercher un autre point. Celui-là, par exemple. Et un troisième à la fin du tablier. Donc, pour 3 points qui ne sont pas alignés, passe seulement un arc de circonférence. Et donc, voilà, j'ai créé mon élément. Donc, maintenant, il faut juste que j'ajuste un peu les dimensions pour inclure les pentes. Donc, je fais un peu plus grande. Voilà. Et aussi une hauteur. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, l'élément d'intégration suit en effet la double courbure du pont et intégrera en suivant cet axe donc, de la double courbure. Donc, vous voyez, aussi pour des géométries complexes, vous pouvez utiliser l'élément d'intégration. Donc, maintenant, si je vais regarder les résultats sur cet élément, donc effort interne, je coche la case ban élément d'intégration. Par exemple, je vais voir les moments fléchissants seulement sur l'élément d'intégration. Je clique, je vois un résultat. Donc, ce n'est pas tout à fait ce que je m'attends, mais je pense que vous pouvez déjà comprendre la raison pour laquelle ce résultat, ce n'est pas vraiment le résultat correct. C'est parce que la discrétisation, donc le nombre de sections de cet élément d'intégration, c'est trop petit vis-à-vis de la taille du modèle. Donc, clairement, là, sur ce modèle, j'ai une discrétisation d'éléments finis beaucoup plus fond. Donc, il faut que j'adapte cette discrétisation de l'élément d'intégration à la taille et au maillage du modèle. Donc, par exemple, là, je pense déjà, si je mets 150 éléments, ça devrait être bon. Donc, je reviens sur les résultats et voilà, là j'obtiens des résultats qui sont beaucoup plus réalistes. Donc, vous voyez, pas seulement la possibilité de créer un élément d'intégration sur des surfaces droites, mais vous pouvez aussi faire un élément d'intégration avec des courbures, donc d'une façon très facile. Ça suffit juste quand vous les rentrez, donc je reviens sur la définition de l'élément d'intégration. Ça suffit juste que vous sélectionnez la bonne forme géométrique que vous voulez utiliser comme base pour l'élément d'intégration. Donc, OK pour cet exemple. Et pour terminer cette partie sur l'élément d'intégration, je voudrais juste vous présenter une autre possibilité de l'utiliser. Donc, je vais sur un autre exemple. Dans ce modèle, j'ai donc un bâtiment hypothétique donc dans lequel, en effet, j'ai une dalle sur deux niveaux. Vous voyez ici un niveau, ici un autre niveau. Et ces deux niveaux sont liés par une modélisation avec des éléments plaques, ici. Vous voyez donc les bâtiments, en effet, si on les regarde tout, donc voilà, c'est pas trop réaliste parce qu'il n'y a pas d'ouverture, mais c'est juste pour vous montrer un peu notre possibilité d'utilisation des éléments d'intégration. Donc, si je reviens sur une visualisation qui va isoler ces deux niveaux de la dalle. Alors, dans le cas où on a une modélisation comme cela, ça sera très difficile en effet de modéliser et surtout de ferrailler ces deux parties ici du modèle. Et en effet, on pourrait utiliser l'élément d'intégration pour sortir des résultats de type élément en D, donc de type poutre, pour ferrailler cette partie de la structure comme une poutre. Et ça, c'est très facile à faire avec les outils qu'on a vus. Donc, ça suffit en effet juste d'insérer un élément d'intégration. Voilà, donc, je peux insérer un pour cette partie ici, l'autre pour l'autre but.
Et à ce point, je peux sortir les résultats sur ces éléments d'intégration et en effet dimensionner vis-à-vis de ces efforts ici comme s'il s'agissait d'une poutre, sans savoir extraire à la main les résultats donc sur les éléments plaques qui étaient à la base. Donc vous voyez, vous pouvez vous servir de ces éléments d'intégration vraiment comme des outils pour vous faciliter beaucoup l'interprétation des résultats. Ok, donc je pense que c'est tout pour cette partie sur les éléments d'intégration. Donc je répète, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, je vais vous répondre après, donc pas de soucis. Et je reviens sur la PowerPoint pour passer au deuxième volet de la présentation qui a comme objet les bandes de lissage. Alors, les bandes de lissage, c'est quoi? En fait, les bandes de lissage sont des éléments qui servent pour moyenner, donc lisser des résultats qui présentent des pics numériques. Et par exemple, si on fait référence à cette slide du PowerPoint, voyez, ici, dans la partie haute de l'image, on a la structure comme elle est dans la réalité. Donc, vous savez que cette dalle, elle appuie sur un poteau qui a une épaisseur. Et donc, clairement, quand la dalle appuie, les efforts ils vont transiter sur toute cette épaisseur du poteau. En revanche, dans les modèles numériques en bas, qui reproduit exactement la situation en haut, l'appui de la dalle sur les poteaux, ça se fait seulement sur un point. Et ça, c'est normal parce que numériquement, c'est comme ça qu'on les représente, mais le fait que ça s'appuie seulement sur un point, il est tel qu'en effet, ici, va se créer sûrement une amplification des résultats, donc des contraintes, des efforts, que c'est pas réaliste, mais c'est juste purement numérique. Et donc, les bandes de lissage servent pouvoir moyenner les résultats, donc les pics qui vont se créer en correspondance de ces singularités, afin de les conduire à une situation beaucoup plus réaliste où ces efforts sont moyennés sur une surface. Alors, je reviens sur SIA pour aller directement à illustrer comment ça marche avec un exemple. Je ferme d'abord ce modèle qu'on ne va plus utiliser. Voilà, ça aussi. OK. Et je vais ouvrir les modèles qu'on a vu en effet sur le PowerPoint. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un modèle très simple, hein, c'est exactement le même qu'on voyait tout à l'heure. Donc, on a cette dalle et au-dessus, on a ces poteaux où il y a l'appui. Hmm. Et si je vais regarder les résultats, donc sans savoir des bandes d'intégration, alors d'abord je calcule rapidement les modèles. OK. Et je vais regarder les résultats sur les éléments de D. Par exemple, les efforts internes, le moment MX. Clairement, je vois qu'ici, il y a une amplification des efforts, amplification due à cette singularité qu'on a vue tout à l'heure. Alors, cette amplification, qui maintenant c'est due seulement au cas de charge du poids propre, et donc c'est limité, mais dans la réalité, si je mettais par exemple sur un autre cas de charge un peu plus costaud, ça pourrait être beaucoup plus élevé. Cette amplification, ça peut me créer des problèmes, surtout quand je vais à ferrailler, par exemple, cette partie, si la structure est en béton, parce qu'il va me demander beaucoup de ferraillage pour une situation qui n'est pas réaliste. Alors, comme je peux faire pour l'éliminer, pour ça, je vais utiliser la bande de lissage. Alors, bande de lissage sont des outils qu'on trouve toujours dans les menus outils, pareil comme c'était pour l'élément d'intégration. Donc, là, il y a bande de lissage. Et comment on peut les définir? Alors, d'abord, il y a des possibilités de définition. Donc, on peut définir
une forme en bande et une forme en point. Alors, quand vous utilisez l'un ou l'autre, carrément, si je reviens sur le PowerPoint, en fait, chaque fois on a un poteau, donc un appui vraiment qui se fait sur un point, on utilise une bande de lissage sur un point, donc par point. Et en revanche, quand on a par exemple un appui fait sur un voile, alors dans ce cas, la chose plus efficace c'est d'utiliser une bande sous forme de bande, donc on la descend directement sur la trace de la voile. Donc je reviens sur SIA, je vais choisir donc un bande de lissage en forme de point. Je peux spécifier les dimensions de cette bande de lissage. Donc, généralement, on adopte comme dimension deux fois l'épaisseur de la dalle. Donc, quelquefois, on peut arriver aussi à 3, ça dépend aussi après de la largeur du poteau. Et après, ça dépend beaucoup de l'expérience de l'utilisateur. Mais des fois, l'épaisseur de la dalle, c'est une valeur raisonnable. Donc, là, pour exemple, je mets 0,8. Et on a aussi des options pour lui dire, en effet, si cette bande de lissage va travailler dans les deux directions ou seulement dans une direction ou ça ne travaille pas du tout. Donc, ça n'a pas trop de sens de la pas faire travailler du tout. Donc, je dis les deux directions. Et après, on verra mieux les détails après. Je fais OK et je vais placer la bande de lissage ici. Alors maintenant, je vais regarder les mêmes résultats des efforts internes. Donc, je ne coche pas la case lissage de points. Les résultats sont exactement comme pareil. Mais en revanche, si je coche la case bande de lissage active, vous voyez qu'en effet, les résultats ils sont moyennés sur cette bande de lissage dans les deux directions. Et vous voyez qu'on a réduit presque d'un tiers donc, les résultats qu'on avait avant. Après, comment ça marche cette bande de lissage? Alors, pour voir un peu dans les détails qu'est-ce qu'elle fait, on peut regarder un peu les résultats dans les coupes que j'ai préparées. Donc ici, j'ai mis des coupes transversales, donc dans les deux directions orthogonales qui vont traverser la zone de concentration des efforts et la bande de lissage. Si je vais demander les résultats dans les coupes, sans aucun lissage de points, vous voyez que j'ai les résultats sous forme de coupe qui reproduisent un peu les résultats avec les pics que je voyais avec la carte sans utiliser le lissage de points. Maintenant, si j'active le lissage de points, en effet, je vois qu'un des deux courbes, ça a été moyenné, donc j'ai plus les pics en tête, mais j'ai un résultat qui c'est grosso modo la moyenne sur toute la longueur, et c'est en effet le même résultat que je vois sous forme de carte couleur. Donc, vous voyez, ces résultats constants ici, ça correspond à cette coupure donc, du pic et ces valeurs de résultats moyennes. La même chose, je peux avoir si je regarde l'autre direction. Donc, si je me mets en direction et je regarde les moments Y, vous voyez, dans ce cas, j'ai cette coupure, donc cette moyenne dans la direction Y, et en revanche, dans l'autre direction, les valeurs restent constantes. Et si j'enlève le lissage des points, je retrouve à nouveau les deux pics, donc dans les deux directions. Donc, en effet, vous voyez un peu comment ça marche cette bande de lissage. Elle va moyenner les résultats dans les éléments finis et dans les directions. Donc, pour avoir un résultat constant sur la largeur de la bande de lissage. Alors, donc, pour cette raison, c'est important, en effet, de bien définir les directions sur lesquelles la bande de lissage est active. Dans le sens, pour cette bande de lissage ici que j'ai définie, on a dit que c'est actif dans les deux directions. Et si, par exemple, je lui disais, c'est actif seulement dans la direction longitudinale, et je reviens sur les efforts internes, et si je me mets sur MX, je retrouve les résultats comme je l'avais avant, parce que justement, j'ai la moyenne dans la direction et pas dans l'autre. Mais si je me mets sur MY, je ne retrouve pas en effet en moyenne, parce que justement, je lui ai dit que la moyenne, je la voulais seulement dans la direction longitudinale, donc pas dans l'autre direction, qui dans ce cas, c'était la transversale. Donc, pour avoir éventuellement la moyenne dans cette direction, j'aurais dû
direction transversale. Donc, revenant ici, j'aurai la moyenne en Y et forcément, je n'aurai pas dans la X. Donc, j'aurai les pics. Alors, la chose à savoir, c'est juste qu'est-ce que c'est la direction longitudinale et la direction transversale. Alors, cela, ça dépend en effet de comment vous avez défini la bande de lissage. Parce que si vous définissez la bande de lissage comme une bande par point, alors la direction longitudinale, dans ce cas, ça sera la direction X des éléments, donc sur laquelle vous définissez la bande de lissage. Donc, si par exemple, dans ce cas, la direction X de l'élément de cette dalle, c'est l'axe rouge, alors la direction longitudinale, ça sera cette direction ici. En revanche, si vous définissez un bande de lissage comme une bande, donc pas comme un point, par exemple, en choisissant en choisissant à la place des points bande. Alors, dans ce cas, la direction longitudinale, c'est la direction de descente de la bande. Donc, à nouveau, c'est cette direction ici. Ça veut dire que si j'ai choisi une bande de cette forme, maintenant, la direction longitudinale, c'est cette direction qui va de ce point-là à ce point ici. Donc, ça dépend en effet de comment vous rentrez la géométrie. Et voilà, donc ça, je pense, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les bandes de lissage. Donc, je répète, sont très utiles pour moyenner, donc réduire les pics que vous obtenez quand vous avez ces situations donc, de contact entre des éléments, euh, des poteaux et des dalles, ou aussi des voiles et des dalles, quand vous avez des amplifications qui sont vraiment purement numériques. Donc, c'est tout à fait légitime d'utiliser des bandes de lissage de dimensions raisonnables. Et donc, maintenant, on peut passer au troisième volet de la présentation, que c'est en effet les nervures. Alors, pour les nervures, on va d'abord regarder sur un modèle très simple comment les rentrer. Et ensuite, on va discuter un peu de comment ça marche en ce qui concerne la redistribution des efforts dans les nervures et surtout quelques astuces pour éliminer l'effort normal qui est résiduel dans les nervures. Donc, je passe sur SIA où j'ai un modèle simple que j'ai préparé donc pour montrer un peu l'introduction des nervures. Donc, la nervure, vous pouvez l'introduire via le menu structure, élément de D, composant de D, nervure. Vous avez plusieurs options, entre lesquelles sûrement la possibilité de choisir une section transversale de la nervure. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel type de section. Pour le moment, moi, je laisse cette section de base 500 par 500 mm. Après, vous avez d'autres options qu'on va détailler par la suite. Donc, je fais clic sur OK et je vais rentrer une nervure sur cette dalle. Voilà. Et regardons un peu les paramètres. Alors, déjà, vous avez, déjà, on peut voir notre poutre, notre nervure qui était rentrée. Après, vous avez des choix en ce qui concerne l'alignement. Donc, par défaut, c'est sur bas. Après, vous pouvez mettre alignement central ou alignement en haut. Mais normalement, on fait des poutres retombées, donc alignement en bas. Après, vous avez le choix de la forme de la nervure. Donc, normalement, pour une nervure au milieu d'une dalle, comme dans ce cas, on choisit un T symétrique, donc un nervure dans lequel la largeur collaborante est calculée à droite et à gauche, donc en de l'axe. Mais éventuellement, si vous créez une nervure qui ça se trouve sur les bords de la dalle, dans ce cas, vous pouvez mettre en effet une nervure à droite ou à gauche du bord, donc pour dire en effet qu'il va chercher largeur collaborante seulement sur un côté. Donc dans ce cas, vous n'aurez plus une forme T, mais vous aurez une forme AL. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez aussi créer une nervure à T asymétrique, donc dans laquelle vous pouvez spécifier des valeurs différentes pour les deux extensions à droite et à gauche de la largeur collaborante.
En ce qui concerne ensuite la largeur collaborante, vous pouvez la définir directement en termes de valeur, hein, de valeur en millimètres, l'extension de la largeur, ou vous pouvez la définir en termes de nombre d'épaisseur de la dalle. Donc là, dans ce cas, j'ai mis 6 fois et vous pouvez changer. Au cas où vous mettez sur défaut, en effet, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va chercher les valeurs qui ont été implémentées dans le menu configuration solver. Dans ce cas, il va multiplier 20 fois l'épaisseur de la largeur. Donc, c'est ces valeurs ici qu'il va prendre comme largeur collaborante. OK. Et ensuite, il faut remarquer aussi que vous avez des options, en effet, pour la définition de la largeur, dans le sens où vous pouvez spécifier des valeurs différentes, et ce qui concerne la largeur qu'elle est considérée pour le recalcul des efforts internes, et ensuite une largeur différente, éventuellement, pour la largeur collaborante qui est utilisée en ce qui concerne les contrôles béton qui seront faits après. Alors là, je laisse ces valeurs ici, hein, je peux mettre, par exemple, des mètres. Et je lance les calculs. Maintenant, je peux aller regarder les résultats donc, sur mon Viewer. Donc, je vais dans le menu Résultats, élément barre, effort interne AD. Et vous voyez qu'il y a cette case Nervure. Alors, si je ne la coche pas, je peux regarder les résultats dans la poutre. Donc, ceux-là sont les résultats seulement dans la section de poutre au-dessus, donc dans la 500 par 500. En revanche, si je coche la case nervure, maintenant, les résultats ils vont changer. Vous voyez, les valeurs numériques vont changer considérablement. Et sont les résultats dans lesquels c'est la nervure qui est considérée, où la nervure est constituée par la poutre au-dessus de la dalle et cette section collaborante de dalle. Donc, dans ce cas, la nervure, c'est un poutre à T, c'est plus la poutre rectangulaire. Hein. Donc, à nouveau, vous voyez 36, si je décoche la case, j'ai 7, dans le sens carrément, les valeurs sont plus élevées quand vous cochez la case nervure parce que les efforts qui transitent dans la dalle, ils vont être attribués à la poutre, donc qui est constituée dans l'élément rectangulaire plus la partie de la dalle. Donc carrément la section elle est plus grande, elle prend plus d'efforts. Et l'autre chose à remarquer aussi, c'est qu'en effet, si je vais regarder les efforts internes, je retrouve des efforts internes. Et maintenant, ça, c'est pas forcément toujours le cas dans la réalité. Alors, pour expliquer mieux ce concept, je vais prendre un peu un autre modèle. Donc voilà, c'est un modèle très simple et que c'est le même que j'ai ici sur la slide. Donc, c'est une poutre à T modélisée comme nervure, donc il y a une partie de dalle de largeur de mètre et un petit bout de poutre au-dessus, un retombé, qui s'est connecté comme une nervure. Alors, la géométrie, elle est très simple et la largeur collaborante, elle suit toute la largeur de la dalle. Donc, si la dalle fait 2 mètres, la largeur collaborante de cette nervure, c'est 2 mètres. Alors, je reviens sur le modèle. Je les calcule d'abord. Voilà. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu la géométrie. Donc, vous voyez, là, il y a cette partie de poutre qui, c'est en effet une nervure avec une largeur collaborante de 2 mètres. Cette largeur collabore avec cette dalle. Donc, je me remets en visualisation filaire et je vais regarder les résultats. Alors, si je regarde les efforts dans la nervure, effort interne en D, donc je tiens la case nervure cochée, je vois qu'en effet, il y a un moment, il y a un effort normal. Et étant
ces modèles seulement sous poids propre, on ne devrait pas avoir cet effort normal. Avant de détailler ça, je montre aussi qu'en effet, donc on a aussi carrément le moment fléchissant, mais en effet, si vous allez dans la case des résultats des éléments de D, effort interne, vous voyez que là aussi vous avez un cas à cocher nervure. Ça veut dire quoi? Là, si je prends par exemple l'effort normal dans cette dalle et je coche pas la case nervure, je vois qu'il y a un effort normal. Si je coche la case nervure, cet effort normal, il va à 0. Pourquoi il va à 0? Parce que cet effort normal, il est transmis, donc repris par la nervure. Donc, clairement, si c'est repris par la nervure, c'est élevé à la dalle, parce que sinon, on les compterait deux fois. La même chose pour le moment. Vous voyez, c'est 0. Si j'enlève la case nervure, c'est plus 0. Donc, ce moment-là, quand je coche cette case, c'est repris par la nervure. Donc, je ne vais pas les compter deux fois. Mais après, si je reviens sur la question, en effet, de l'effort normal sur la nervure, qui, comme on a dit, c'est pas quelque chose qu'on s'attendait. Pourquoi on ne s'attend pas? Parce que là, par exemple, si je vais afficher un autre modèle que j'ai à côté, où j'ai en effet la même géométrie, exactement la même, dans laquelle la seule chose que ça change, c'est que ici, j'ai modélisé un élément poutre avec une section que cette fois, c'est directement un T. Donc, je vais la montrer. Là, j'ai modélisé directement une section, donc une poutre. Là, en revanche, j'ai un dalle, une poutre considérée comme une nervure. Alors, qu'est-ce que ça dit si je vais afficher les résultats sur cet élément ici? Je vois en effet que là, j'ai 0 effort normal, comme je m'attendais, carrément, étant seulement sous poids propre. Alors, pourquoi il y a ces valeurs? Pourquoi il y a cette effort normal en plus? Alors, pour comprendre ça, on revient sur le slide. Alors, si en effet, on va regarder les résultats sur le modèle qu'on a vu tout à l'heure, donc ces modèles ici. Donc, on va regarder un peu au milieu, qu'est-ce que ça se passe dans la nervure et dans la dalle. On voit ça avec les PowerPoint. Alors là, vous avez les résultats sur la dalle, donc dans la partie supérieure, et en bas, les résultats sur la nervure, donc sur la poutre au milieu. Donc, vous voyez qu'il y a un moment sur la dalle, il y a un effort normal dans la dalle, et après, il y a un moment sur la nervure et un effort normal sur la nervure. Donc, vous voyez ces valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut considérer? Il faut considérer qu'on est toujours, pendant les calculs, dans une situation d'équilibre. Donc, si on considère la section au milieu, donc dans laquelle il y a et la dalle et la nervure, il faut qu'il soit établi en équilibre. Et si on va les réécrire, cet équilibre, c'est comme ça. Donc, vous voyez, vous retrouvez l'effort normal dans la dalle, l'effort normal dans la nervure, un moment dans la dalle et un moment dans la nervure. Maintenant, ces valeurs ici doivent être en équilibre. Donc, ça veut dire que l'effort que vous allez visualiser dans la nervure, dans la globalité, est constitué dans l'équilibre des efforts normaux, donc dans la dalle et dans la nervure, donc que ça vous donne une valeur d'environ moins 4,4 kN, et un équilibre des moments, donc que c'est donné par les composants donnés du moment direct, donc dans la dalle et dans la nervure, plus les moments générés par l'effort normal vis-à-vis du bras dévié. Donc, que ça donne un composant total de presque 9 kN. Et donc, si on va regarder sur le modèle SIA, donc on regarde celui-là, effort interne dans la nervure, je fais une sélection courante, et je vais voir dans les spécifiques les résultats au milieu. Vous voyez que je retrouve les 4,4 environ kilonewtons d'effort normal dans la nervure, qui sont en effet, je reviens sur le PowerPoint, c'est 4,4 kN qui viennent de l'équilibre
d'effort normal. Et si je regarde le moment aussi sur la même section au milieu, je trouve les presque 9 kN qui en effet ils sortent de cet équilibre des moments toujours au milieu. Donc, en effet, ça c'est la raison pour laquelle il y a toujours un effort normal, résiduel, on peut dire. C'est parce qu'en effet, c'est nécessaire qu'on est dans une situation d'équilibre toujours. Donc, ça sort dans la situation, dans un équilibre des forces. Alors, maintenant, parce que ces valeurs, c'est pas, comment dire, toujours usuel de l'avoir, donc c'est une valeur que ça peut étonner un peu, on peut éliminer ces valeurs en effet du calcul. Alors, comment on peut faire? Il y a deux façons de faire, en façon simple et en façon compliquée. Alors, je vous montre d'abord la façon compliquée. Donc, je vais prendre un autre modèle. Voilà. Là, j'ai une plaque, comme on a vu tout à l'heure, dans laquelle j'ai fait plusieurs morceaux de nervures, en effet. Dans la première partie, dans la première moitié, j'ai une nervure classique. Dans l'autre, je l'ai divisé en morceaux, en effet. Alors, si je vais regarder les résultats sur les nervures, force interne, donc je coche la case nervure et je regarde seulement sur cette sélection ici. Je vois que j'ai un effort normal, donc que je n'aimerais pas avoir. Si maintenant je vais regarder de l'autre côté, donc je regarde tous les efforts sur les nervures, je vois en effet que c'est presque zéro. Donc, en effet, une solution possible pour éliminer ces efforts normaux dans les nervures, c'est de diviser donc, la longueur de la nervure en plusieurs morceaux, donc faire plusieurs petites bandes de nervures. Mais clairement, ça, c'est pas une situation faisable. Donc, au-delà de l'exemple que j'ai fait, dans la réalité, faire une nervure en plusieurs morceaux, ça demande beaucoup de temps et c'est pas vraiment une façon optimale de le faire. L'option conseillée, en effet, c'est de ne pas agir directement au niveau de la nervure, mais c'est après, en phase de traitement des résultats, si vous allez dans l'onglet des configurations des béton, en effet, il y a une case dans laquelle vous pouvez choisir en effet de négliger l'effort normal dans la nervure. Dans ce cas, si vous cochez cette case, en effet, l'effort normal qu'on a vu que ça sorte dans la nervure, c'est pas considéré. Attention, vous aurez toujours l'effort normal, donc la composante d'effort normal qui va générer un moment additionnel, un moment de fraîchissement additionnel. Mais l'effort normal lui-même sera effacé donc, du traitement et donc quand vous allez dimensionner, c'est comme ignorer pas. Donc c'est ça la façon qu'on conseille d'utiliser pour résoudre ces problèmes. Que je rappelle, en effet, ça vient de cet équilibre de forces qui doit être clairement toujours respecté pendant les calculs. Voilà, donc je pense avec ça, j'ai terminé ma présentation. Donc, je vous remercie à nouveau pour votre participation. Je vois qu'il y a eu pas mal de questions, donc à lesquelles je vais répondre maintenant après la fermeture du webinaire. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez écrit des questions, vous recevrez les réponses via email. Donc, merci beaucoup à nouveau pour votre participation et bonne fin d'après-midi et au revoir.